Que se passe-t-il après la mort? Si le mystère autour de cette question reste entier, certaines personnes ont vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente ou EMI. Ces expérienceurs se sont retrouvés malgré eux sur la route du grand départ. Leur témoignage fait état de lumière blanche, d'images d'une vie qui défile ou de tunnels. Dernier signe électrique du cerveau pour les uns, ou fruit de notre conscience qui découvre l'au-delà pour les autres, les EMI font l'objet de nombreux témoignages poignants et de nombreuses analyses scientifiques. Aujourd'hui, nous recevons Sonia Barkala, réalisatrice d'un docu-fiction Témoin qui sort en salle en novembre prochain. Elle est également l'auteure du livre intitulé « Et si cela vous arrivait ?», dans lequel elle se livre sans détour sur son parcours et sa quête de vérité sur les EMI, si tout est qu'il y en ait une. Voici son histoire. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue sur Tempo Vita. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Sonia, chez Tempo Vita, on veut connaître celle qui nous parle avant de savoir ce qu'elle fait. Sonia Barkala, qui es-tu? Alors je suis réalisatrice, je suis productrice, je suis passionnée par les EMI et c'est une quête qui m'a animée ou qui m'anime depuis plus de 20 ans maintenant sur les expériences de mort imminente en fait. Et alors pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une expérience de mort imminente ou appelée communément une EMI? Alors les expériences de mort imminente, ce sont des perceptions, des visions qu'ont vécues certaines personnes qui, au départ, ont frôlé la mort suite à un accident, suite à une opération, un coma, et qui sont revenus réanimer in extremis en rapportant un récit qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà. Et donc, ces gens rapportent qu'ils ont été, se sont sentis détachés de leur corps, qu'ils ont flotté aussi au-dessus de leur corps, qu'ils ont été attirés par un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour. Ils ont rencontré des proches défunts décédés qui leur ont dit que c'était pas leur heure et qu'il fallait qu'ils reviennent. Alors, quelquefois, pour certains, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes étapes, certains peuvent voir leur vie défiler en ressentant le bien et le mal qu'ils ont pu faire aux autres. Certains ont eu aussi accès à une, on va dire des connaissances universelles. Certains ont développé aussi des capacités. Alors, les descriptions vont très loin, hein, parfois. Hein, ils me disent d'avoir traversé les murs et surtout avoir ressenti une paix incommensurable, indescriptible et un bonheur. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de EMI qui ont été rapportés à ce jour? Vous avez, dans un premier temps, les plus spectaculaires, on va dire, ce sont les témoignages dits d'aveugles de naissance, où les aveugles ont pu avoir des perceptions visuelles alors qu'un aveugle de naissance ne voit pas. Et ça a été tout le contraire, quoi. C'est-à-dire, il y a eu des aveugles qui ont pu décrire leur scène de réanimation, décrire des couleurs et décrire même des scènes de ce qui se passait pendant qu'ils étaient déclarés cliniquement morts. Il y a eu des sourds aussi, des sourds qui ont pu avoir des perceptions auditives de leur réanimation, ou qui ont pu, lorsqu'ils sont dans la lumière, dans le tunnel, ont rencontré des gens et ont dialogué, on va dire, échangé, et entendu des êtres leur parler. Alors, est-ce qu'en 2024, le monde scientifique a un début d'explication sur ces phénomènes? Alors, il n'existe pas d'explication rationnelle aujourd'hui, mais des hypothèses. Certains avancent l'hypothèse du cerveau mourant, d'autres celui de l'hallucination, et puis d'autres encore l'hypothèse de la non-localité de la conscience. Voilà. Alors, pendant des années, on pensait que c'était dû à l'administration de médicaments, que c'était dû, par exemple, à des produits anesthésiants comme la kétamine, que c'était dû au manque d'oxygène dans le cerveau, que c'était dû à un cerveau en souffrance, hein, dû à un cerveau qui avait été un peu abîmé.
Mais on sait aujourd'hui que toutes ces hypothèses, en tout cas ceux qui pensent que c'est des hallucinations ou le cerveau mourant ou des médicaments, n'expliquent pas l'ensemble du phénomène EMI. Parce qu'il existe des témoignages qu'on n'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a on sait aujourd'hui qu'il existe des témoignages qui ont été recueillis alors qu'on n'a pas frôlé la mort, par exemple. Qu'il n'y a pas eu on n'a pas administré de médicaments et que les gens ont vécu des EMI. Que des gens n'ont pas été... il n'y a pas eu de cerveau endommagé, comme l'exemple, par exemple, des témoignages d'EMI par empathie, où les gens ont vécu une EMI par empathie ou partagée. Donc, en fait, la vraie problématique des EMI, c'est comment ces personnes ont pu percevoir et mémoriser des scènes de réanimation, mais même au-delà de ça, comment elles ont pu rapporter des éléments et des perceptions qui se passaient dans d'autres pièces. Ça, c'est la vraie problématique et personne n'arrive aujourd'hui à l'expliquer. Alors Sonia, on va voir que certains témoignages font état de souvenirs ou perceptions à un moment où le cerveau n'était pas fonctionnel, pendant ce qu'on appelle communément une mort clinique. Dans ce cas, si on va au bout du raisonnement, ces EMI ne seraient pas issus d'un cerveau qui lutte, puisque ce cerveau, par essence, ne marche pas, car il y a mort clinique. Alors avec cette hypothèse, ce qui est très intriguant, c'est qu'on basculerait peut-être dans une approche où la conscience serait peut-être extérieure au cerveau, comme une conscience autonome qui produirait des perceptions ou souvenirs. C'est plus qu'intriguant, ça remet en question pas mal de connaissances, du moins ça questionne. Et c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus d'études, de recherches, et qu'il n'y a aucune explication. C'est-à-dire que pour pouvoir donner une explication rationnelle, il faut que la théorie ou l'hypothèse qu'on va avancer va expliquer l'ensemble du phénomène EMI. Comment ces gens ont pu, comme je viens de le dire, percevoir dans d'autres pièces, et puis lire dans les pensées des gens. Ça, c'est assez spectaculaire. Voilà, c'est pas le fait que d'expliquer pourquoi les gens ont vu de la lumière ou des défunts, etc. C'est plus que ça. Ou même la perception otoscopique du corps. Les EMI, c'est bien plus que ça. La perception otoscopique, pardon, pour ceux qui nous écoutent, c'est une forme de décorporation, de détachement, voilà, de dédoublement du corps. Certaines personnes se disent voir s'être vues au-dessus de leur corps, par exemple, flotter au-dessus de leur corps. Alors Sonia, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as sorti ton premier documentaire sur les EMI, Faux départ, en 2010. Tu as organisé 2 colloques internationaux, toujours sur les EMI, dont un qui a rassemblé plus de 2000 personnes. Tu as également créé une web TV. Tu as écrit un livre dont on parlera également tout à l'heure qui s'intitule « Et si cela vous arrivait ». Et maintenant, tu t'apprêtes à sortir en salle en novembre prochain, ton film « Témoin » qui traite encore et toujours des EMI. Alors, courir après la vie en traquant la mort, est-ce que tu trouves que c'est un bon résumé de ce que tu fais ? Je pense que c'est un bon résumé, oui. C'est un bon résumé, c'est traquant la mort, je dirais plutôt traquer la conscience. Okay. Ça serait plus juste encore, ouais. Okay. Parce que c'est une question de conscience, hein. Quelle est la nature de notre conscience, quoi. Et donc, du coup, si on revient sur ce film, on en parlera en dernière partie ensemble. En lisant ton livre, j'ai découvert ton enfance et je me suis demandé si ce film sur les EMI, en fait, il ne trouvait pas ses origines dans la tête de la petite Sonia qui déjà se questionnait sur la vie après la mort. Alors, j'ai envie de savoir quel est l'impact de ces questions existentielles sur ton intérêt pour les EMI. Est-ce qu'il y a eu un lien direct et ton intérêt pour les EMI est né de ces questions existentielles? Alors effectivement, très jeune, je me posais des questions existentielles, du genre pourquoi je vis, pourquoi je meurs. J'avais posé la question à maman quand j'avais 5 ans, c'est quoi mourir? Et elle m'avait répondu, c'est quand on arrête de respirer. Et c'est là que, à 5 ans, je me suis dit, plutôt, c'est pas que j'ai fait plutôt, je me suis bouché le nez et j'ai vite compris que c'était très compliqué de ne plus avoir d'oxygène et donc j'ai commencé à paniquer. Et je me suis imaginé ce que pouvait
qu'est-ce que ça pouvait être la mort quand il n'y a plus d'oxygène. Donc je me suis dit: «Mais c'est horrible, tous ces gens qui sont dans un cercueil dans les cimetières, comment ils font pour Lutte pour respirer?» respirer. Ils luttent, ouais, mais voilà, moi je n'avais pas conscience ils ne respiraient plus, effectivement, c'est ça la mort. Et je crois que c'est comme ça que je me suis développée une forme de phobie. Ok. Voilà, c'est parce que maman, qui a pas été très pédagogue, on va dire, ni psychologue, m'a dit: «C'est quand on arrête de respirer». Pour moi, c'était horrible, quoi. Voilà. Alors que petite, avant que je lui pose la question, pour moi, c'était évident que l'esprit quittait le corps et que c'était un passage qui se faisait sans douleur, quoi. Et ça, c'est une conviction, hein, que j'ai depuis petite. Ok. Et une conviction qui est au final qui est en toi, qui est venue naturellement, ou c'est quelque chose Nat de... Oui, Ouais. naturellement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et en même temps, j'ai envie de dire, cette question, de la mort, cette crainte peut-être de la peur de mourir, de l'abandon, surtout la crainte de perdre les gens que j'aime, ça c'était en moi. Et je pense que ça a toujours été en moi. Et peut-être que ce que je fais aussi, c'est pour me rassurer en permanence, heu, de pour essayer de rendre un peu la mort, moins pénible ou moins atroce ou plus supportable, ouais. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce qu'au final, après ton bac, tu t'es orienté vers le métier d'ambulancière, puis tu deviendras correspondante de presse, avant même de faire chauffeur pour le personnel navigant de l'aéroport de Marseille. Euh, Moi, j'ai envie de te dire, on est quand même bien loin des écoles de cinéma. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es rapproché de la réalisation? Alors je suis autodidacte, tout simplement. Alors, comment je me suis rapprochée de la réalisation? J'ai appris sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu un moment, l'idée heu, disons que la réalisation, hem, c'était certainement en moi depuis que j'étais au collège. Heu, mmh, Parce que quand on est au collège, on nous demande, heu, vers quel métier on veut s'orienter. Et je me souviens qu'une fois, au CDI, j'étais tombée sur un article, Le fameux. ouais, un article, hem, qui décrivait un peu le métier de qu'est-ce qu'être réalisateur. Et donc, il y a eu une interview d'un réalisateur qui disait que pour lui, réaliser, c'était provoquer des émotions avec l'image et le son. Et ça m'avait marqué et c'était comme si on avait semé en moi des graines qui allaient germer plus tard. Voilà, mais effectivement, j'ai voulu, au lycée, me diriger vers, l'ESRA à Nice, mais comme c'était très cher, peut-être trop cher pour la famille modeste qu'on était, je me disais, puis j'étais pas prête, hein, je faisais déjà un peu de dépression. J'étais pas prête de quitter ni ma famille, ni mes amis et aller j'ai envie de dire de me lancer, comme ça à l'aventure, dans la réalisation, enfin dans l'école, parce que c'était pas que les frais de scolarité, hein, de cette école. C'était un appartement et puis, survivre à ses besoins. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit: «Après tout, j'ai toujours entendu parler que tout ce qui était cinéma, on pouvait, Apprendre sur le tas. apprendre sur le tas, sur le terrain». Et c'est pour ça que je me suis consolée comme ça. Donc c'est sur les tournages plus tard que, en rencontrant mon premier producteur, alors ce qui est rigolo, c'est que ce producteur, quand j'ai voulu, réaliser, mon premier film, Faux départ, au départ, c'était mon premier producteur, puis après, j'ai repris la main, j'ai créé ma société. Mais au départ, je l'avais sollicité. J'avais trouvé un producteur à Nice et il s'est trouvé que lorsque j'ai discuté un peu avec lui, il était, professeur à l'ESRA à Nice. Comme si j'avais fait l'ESRA, je l'aurais rencontré Et même sans, tu l'as et rencontré. voilà, comme quoi, quand on doit rencontrer les gens, ben, on les rencontre. Voilà, ça s'appelle le destin. Donc Tu crois qu'il y a ça, qu'il y a quelque chose d'écrit pour chacun et qu'on peut l'ajuster si on veut, mais au final, on peut se débattre autant qu'on veut. Il y en a un pour chacun et c'est écrit. Et c'est quoi ton rapport à ça? c'est une très bonne question. Alors, on m'a souvent posé la question. Je sais que dans beaucoup de milieux spirituels, on parle aussi de libre arbitre. Moi, quand je me retourne, que je regarde dans le rétro, je me dis, non. Pour moi, les grandes lignes étaient écrites, quoi. Ouais.
Donc il y a un petit ajustement possible, mais les grandes lignes, en gros, on les a. Ben, je pense que les grandes lignes, qu'on passe le chemin A ou B, ce qu'on doit apprendre, on l'apprend, quoi. Voilà, c'est juste le chemin qu'on prend qui est peut-être un peu plus long ou un peu plus sinueux, mais voilà. Est-ce qu'au fond, tu aurais réalisé des films sans les EMI? C'est la question. Voilà, je t'ai rencontré maintenant il y a un mois et demi. J'ai regardé les 2 films et vraiment, c'est une question qui me tient et je n'ai pas répondu à ça. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la réalisation, comment tu es tombé dessus, enfin dedans. Et voilà, est-ce que sans les EMI, tu réalises des films? Alors, avant ce qui m'intéressait quand j'étais au collège, c'était d'être prof d'histoire. Ok. Rien à voir, hein. Et puis, j'adorais tout ce qui était histoire, les faits historiques, quoi. Contemporaine, quel type d'histoire? Il y avait quelque chose en particulier ou c'était Oui, plutôt contemporain, même si j'ai aimé j'ai aimé la Renaissance, j'ai aimé l'époque, le Moyen-Âge, tout ça. J'ai adoré faire des expos quand j'étais gamine. Mais est-ce que peut-être, mais peut-être pas dans la même thématique. Bien sûr. Mais ce qui a été le déclic pour moi, et je crois que c'est ce que tu attends en fait, ce qui a été le déclic pour moi, ça a été ce film documentaire que j'ai vu quand j'avais 21 ans peut-être. Ok. Voilà, en 99, qui est l'adaptation du livre de Moody qui s'appelle La vie après la vie. Et c'était une période où j'étais vraiment pas bien, je déprimais, j'étais en dépression quand même. Et quand je vois ce film documentaire, j'en pleure. Je suis effondrée et je suis touchée par la sincérité des témoignages. Parce que ça me touche. Ces gens sont authentiques, ils me touchent en plein cœur. Et je me dis, ça y est, je sais ce que je veux faire, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est faire un film avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Et donc, il y a quelque chose qui m'anime, c'est une vocation qui naît, ou peut-être la confirmation d'une vocation, qui était certainement latente en moi, mais je me lance. Je rencontre des gens qui ont vécu des EMI, je rencontre des spécialistes, et puis je lis beaucoup de livres sur les EMI, et là, on me conseille un livre qui va changer aussi ma vie, c'est le livre de Patrice Van Hersel qui s'appelle La Source Noire. Et c'est un journaliste qui a mené, je crois, la première enquête aux États-Unis. Un journaliste qui travaille pour le journal Actuel, qui est un ancien journaliste de Libération, et qui était parti aux États-Unis avec des tas de préjugés, où il pensait qu'il allait faire un reportage sur des escrocs, des charlatans, des médecins qui avaient sombré dans l'obscurantisme. Il avait été envoyé là-bas justement dans cette optique de dire démasquez-moi ces escrocs, etc. C'est ça. Et là, il repart avec The Enquête sur les EMI et toutes les répercussions qu'il y a eu sur les soins palliatifs, Elisabeth Kübler-Ross. Mais cette enquête, elle m'a pris aux tripes. Elle m'a pris vraiment, j'étais chauffeur à l'époque. Une révélation. Oui, non, une révélation. Je veux dire, ça rappelait, quoi. C'est comme si un petit poussé, puis à chaque fois, il y a des choses qui viennent te ramènent, qui te poussent. Ils te disent, allez, il faut que tu ailles, quoi. T'as rien à faire derrière un volant, t'as rien à faire là. Ta vocation, elle est là. Et je lisais La Source Noire quand j'attendais les vols, le personnel navigant pendant mes heures de poste, quoi. Donc, ouais, ça m'a donné le goût de faire de l'enquête. Ok. Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on va pas caricaturer, mais on peut dire que la peur de la mort existe depuis que l'homme existe. Hein. Moi, c'est ma conviction. Certains ont la religion, d'autres la psychanalyse. Certains, même un peu plus frontal, ont l'alcool ou la drogue pour l'accepter, au moins accepter son idée. Donc toi, tu viens un peu de nous dire que tu avais cet intérêt pour les EMI qui, quelque part, mettent un petit, j'allais dire, une petite liqueur un peu douce sur le fait de partir un jour. Alors, quand on fait 2 films sur les EMI, avec toutes les recherches que ça implique, j'imagine, est-ce qu'on a encore peur de la mort ou au contraire, on est un peu plus apaisé à l'idée de partir maintenant avec tout le travail que tu as fait? Ta conviction personnelle, c'est quoi? Alors, je pense que c'est pas la peur de la mort que... Tu me parlais de phobie tout à l'heure. Oui, phobie, mais c'est surtout pour... peut-être que je suis pas allée jusqu'à la fin, c'est la peur de perdre les gens que j'aime. Okay. C'est perdre mes parents, c'est perdre mes frères et sœurs, c'est perdre les gens que j'aime. Ça, pour moi, c'est une phobie.
se retrouver seule pour l'éternité. Donc, c'est pas forcément la tienne. C'est pas la mienne. Non, pour moi, je te le disais, j'avais cette conviction intime Qu'il y avait quelqu'un. que l'esprit quittait le corps et que ça se faisait sans douleur. Et c'est après, quand j'ai posé la question à maman, c'est quoi mourir? Qu'elle m'a dit, quand on arrête de respirer, elle m'a cassé tous mes rêves. Voilà. Mais je sens que c'est ça, en fait. Et je crois que ce travail-là, c'est fait pour m'apaiser. Oui, certainement, oui, j'ai été apaisée. Ça m'a apaisé, ce travail-là, mais je crois que... Mais pour la perte d'autrui et moins pour Oui, la... oui, pour la oui, tienne. oui, c'est ça, je pense. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des personnes qui ont été importantes pour toi dans ton parcours. Il y en a eu quelques-unes et on en a parlé pendant la préparation de notre entretien. Mais j'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur une personne que je t'invite à regarder sur l'iPad qui est à côté de toi. Et donc, est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire pourquoi il a été si important? Alors, oui, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai eu beaucoup d'admiration pour mon grand-père qui est venu de Tunisie. 10 enfants, qui a refait toute sa vie, toute une vie, hein, une nouvelle vie en France, hein, pour offrir à mes tantes et à mes oncles une vie plus confortable avec ma grand-mère. Et donc, c'est du courage. J'ai eu beaucoup de courage et puis admiration parce que mon grand-père était champion de boxe de Tunisie. Donc ça, je le savais évidemment qu'il était champion de boxe de Tunisie, mais c'est lors d'une rencontre avec une hydromancienne au début des années 2000, 2001, 2002, que je vais consulter, et alors que je m'attendais pas aux éléments, aux informations qu'elle allait me donner et qui m'ont bouleversé, quoi. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui Ouais. sont un petit peu parfois, j'allais dire comme moi ou comme une hydromancienne, qu'est-ce que tu... Alors une hydromancienne, c'est une personne qui est capable de lire ou voir l'avenir à travers l'eau. Ok. Voilà. Donc je suis partie la consulter. J'étais pigiste à l'époque, correspondante de presse. Presse, ouais. Voilà. Et j'avais même induite en erreur. Je lui ai pas dit que j'étais chauffeur. Je lui ai pas dit que j'étais chauffeur. Et je lui ai dit que j'étais j'étais correspondante de presse. Et puis elle regarde à travers l'eau. Elle me dit, vous me dites que vous êtes journaliste, vous êtes dans la presse. Elle a dit, mais vous gagnez pas votre vie avec. Moi, je vous vois derrière un camion blanc. Et vous avez les gens de l'avion que vous transportez, mot pour mot, comme ça, hein, les gens de l'avion que vous transportez, et même vous livrez les bagages retrouvés, perdus, voilà. Et effectivement, ça m'a refroidi parce que dans la société dans laquelle j'étais, il y avait 3 camions, un blanc, un gris et un noir, et on refilait toujours le blanc pour les débutants et les jeunes, qui commençaient dans la boîte, quoi. Et j'avais toujours un camion blanc. Et elle me dit, mais je vous vois faire quelque chose d'autre plus tard, quelque chose de plus important. Je suis vraiment interloquée. Elle me dit, je vois une salle, une grande salle. Je vois que vous êtes alors je vois une affluence de gens, il y a du monde. Je vous vois sur une scène et vous êtes entouré de médecins. Mais je ne savais pas de quoi elle parlait. Et en fait, c'est les premières rencontres internationales que j'ai organisées en 2006 à Martigues. J'allais te dire, elle te prédit le colloque de Martigues bien C'est ça. avant que tu le prépares. En fait. C'est ça, exactement. Ouais, parce que 2001-2002, j'y pensais pas encore, hein, colloque. Et elle me dit, je vois après un film sur la mort, elle me dit que ça sera énormément difficile. Elle me dit, il faudra pas baisser les bras. Et puis elle me dit, oh, il y a quelqu'un qui se présente. Et donc elle me dit, il y a quelqu'un qui se présente qui est votre apparemment qui est votre grand-père, hein. Donc elle me dit, son prénom commence par un M. Je dis oui, grand-père s'appelait Mohamed. Mais bon, tu sais, quand t'es maghrébine, les Mohamed, il y en a beaucoup. Donc c'est pas ça qui m'a convaincue, en fait. Hein. Et puis elle me dit, elle rigole, elle me dit, qu'est-ce qu'il faisait votre grand-père dans sa vie, comme métier? Et elle rigole, je dis, mais pourquoi vous rigolez? Pourquoi? Elle me dit, parce qu'il se présente avec des gants de boxe. Et là, je refroidis quand même, parce que j'ai dit, oui, effectivement, mon grand-père était champion de boxe de Tunisie. Voilà. Et donc, il me dit de vous dire, il a un message pour vous,
quoi qu'il arrive, surtout n'abandonne jamais. Je sais pas de quoi elle parlait, quoi. Voilà, elle m'a dit, il vous voit, il me montre une image, vous êtes sur un ring, vous vous retrouvez à terre, vous prenez des coups, mais à un moment ou à un autre, il me lève, il vous voit vous lever, quoi, il porte le poids de la victoire et pour dire que vous allez réussir, enfin que vous allez gagner. C'est un combat, et que vous allez le gagner, quoi, voilà. Alors, ce combat va te demander de la persévérance. Est-ce que tu arrives à identifier justement la source de cette persévérance qui est en toi? Alors je pense que c'est peut-être un peu cette persévérance, je pense que c'est bon, je pense honnêtement que j'ai envie de dire, j'ai toujours été comme ça. Ok. Voilà, Donc on parle déjà de nature. Tu as une nature petite, un peu. une nature qui a été forgée, certainement sculptée même, par tout ce qui nous arrive dans la vie évidemment, et tu as raison de dire, hein, c'est la rencontre, mais je faisais du sport aussi et je pense que le sport, ça aide. Ouais. Ça aide, ça je me suis souvent posé la question, je pense que le sport c'est de l'endurance, ça nous aide souvent à nous dépasser et cetera. Je pense qu'on se construit et puis il y a quelque chose qui nous anime, qui brûle en nous et peut-être c'est une question de caractère et que le caractère, bon, on est comme ça, quoi. Donc une partie d'inné, Une partie d'acquis, une partie voilà, et puis les dés sont jetés, et et puis on puis y une va. partie aussi où il y a des gens qui vous inspirent, voilà, et puis on est inspiré aussi par, peut-être par la culture, dès notre plus jeune âge, peut-être quelque chose qui va te faire sourire, mais peut-être que les dessins animés qu'on regardait quand on était gamin. Ah, mais c'est pas moi que tu vas convaincre, hein. Regarde Oui, le oui, studio où on est, on est inspiré par tout ça. Quand tu vois exactement. Léon, comment il fait pour. Oui, 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 mais C'est- on a été bercés tous les 2 par des mangas, enfin par des dessins animés japonais, par, je sais pas, tu regardais Olive et Ouais, Tom, j'allais dire Goldorak, Olivier Tom, ouais, ouais. Jeanne et Serge, tout ça, où on s'identifie par rapport à des dessins animés et puis, je sais pas, si tu regardes bien, j'ai l'impression qu'on nous a préparés aussi à notre société avec les dessins animés. Mhm. Parce que C'est juste. parce que, on a des personnages qui sont tristes quand même, qui ont pas de chance, hein. Ils sont amputés orphelins d'un parent, ils sont soit pauvres, soit ils sont dans la galère et puis il y a toujours des belles morales et ça m'a toujours touchée. De belles morales, de belles leçons de vie qui dit, ben, tant que tu es honnête, tant que tu crois et si tu as un rêve, si tu vas jusqu'au bout, ben, on dirait qu'il y a tout l'univers qui va conspirer pour t'aider à réaliser ce rêve. Et ça, T'aimes bien les messages. j'aime T'aimes bien bien les les messages messages comme ça, mais en tout ouais. cas, je crois que j'ai baigné dans cet univers, gamine, et je crois qu'on se laisse toujours influencer par ce genre de dessin animé gamin, et je crois que ça nous poursuit quelque part, c'est en nous, c'est dans notre ADN. Et par rapport à d'autres générations c'est pas les mêmes dessins animés qu'ils ont eu. Voilà. Donc nous, on nous dit, faut rien lâcher, quoi. Quoi qu'il arrive, tu lâches rien. Donc peut-être que mon grand-père, c'est juste un rappel, cette hydromancienne, pardon. Mais je crois que beaucoup, ouais, ont été inspirés par ça, quoi. Mm. J'aimerais maintenant, si tu veux bien, qu'on découvre 3 types de MI qui nous ont particulièrement marqués. Et au lieu de le faire de manière théorique, on a préféré le faire au travers de 3 témoignages extraits de ton premier film Faux départ. Je te propose, Sonia, de reprendre l'iPad pour découvrir ensemble la première histoire, celle de Bénédicte. J'étais en voiture et j'ai vraiment cru avoir un accident. D'ailleurs, un accident qui n'a pas eu lieu. J'étais dans une petite voiture, il y avait un énorme camion en face et je ne pouvais faire que passer dessous. Ça m'a déclenché une peur épouvantable. J'étais morte, c'était sûr. Et c'est à ce moment-là que j'ai été aspirée dans un tunnel avec une lumière intense, blanche, pendant laquelle j'ai quand même revu tout le film de ma vie. Alors, si je comprends bien, au travers de l'histoire de Bénédicte, il existe des EMI où l'expérienceur ne côtoie pas la mort clinique, mais elle déclenche quand même une EMI. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sonia? Alors oui, effectivement, Bénédicte est l'une des premières expérienceuses, comme on les appelle, hein. Son témoignage m'a interpellée parce que effectivement, Bénédicte lors d'un accident, a cru avoir un accident qui ne s'est pas produit.
Et au moment, pendant quelques secondes, où elle a cru qu'elle allait se scratcher, qu'elle allait heurter ce camion, elle a déclenché une EMI. Et elle a vu sa vie défiler, etc. Et j'ai trouvé ça énorme à l'époque. Déjà, ça remonte à plus de 15 ans de ça, hein. Donc, alors, Oui, parce qu'au début, quand on parle de MI, on se dit, on imagine, hein, pour les gens comme moi, et peut-être certaines personnes qui nous écoutent, hein, qui découvrent les EMI avec cet entretien, on doit absolument passer dans une salle d'opération ou chez les pompiers avec un cœur qui s'arrête presque, etc. Et là, on s'aperçoit vraiment qu'elle est en bonne santé, son corps va bien, c'est juste qu'elle va affronter un désastre. Et cette espèce de peur ultime l'a fait complètement vivre cette EMI. Donc. et ce qu'il faut savoir, c'est que vivre une expérience de mort imminente, ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire, qu'importe le statut social, qu'importe l'âge, le sexe, qu'importe le contexte, tout le monde peut vivre une EMI. Voilà. Après, le fait certains vous diront, hein, certains scientifiques vous diront, ben ça on peut l'expliquer. Le fait qu'elle ait eu peur, ben ça a déclenché l'EMI. Alors quand tu dis tout le monde, c'est hyper intéressant parce que la première question qui me vient, c'est est-ce qu'on a déjà eu des témoignages d'enfants Oui. qui ont fait des EMI? Bien sûr, Ok. oui. Il y a eu des témoignages d'enfants, plusieurs, hein. Il y a même Melvin Morse qui a réalisé des études sur des enfants qui dessinaient leur EMI. Ok. Oui, il y a eu des secrets de famille qui ont été dévoilés lors de EMI, par exemple, où des petits frères ont pris, ou des petites sœurs, hein, qui ont vécu une EMI, ont découvert l'existence d'un petit frère ou d'une petite sœur qui était décédé avant leur naissance et qui rencontrent donc ce frère ou cette sœur dans le Pendant leur tunnel. EMI. Ouais, avant leur naissance. Voilà. Donc, voilà, on peut vivre une EMI et d'après des études, c'est pas le contexte le plus souvent, ça n'arrive pas uniquement ou le plus souvent lors d'opérations ou de coma ou de réanimation. Disons que c'est quand le docteur Raymond Moody a écrit son bouquin, qu'il a réalisé la première enquête rétrospective, c'est comme ça que nous, en tant que public, on a découvert les EMI. Et c'est pour ça d'ailleurs que dire que c'est une expérience de mort imminente, c'est obsolète et ça n'a pas de sens. Mais on continue à le dire, pourquoi? Parce que le grand public connaît ce que c'est qu'une expérience de EMI ou NDE, Near Death Experience en anglais. Quand on parle de tunnel et de lumière, la plupart du temps, on sait de quoi on parle. Voilà. Mais la plupart du temps, il paraît que ça arrive hors contexte de mort. Et alors justement, hors contexte de mort, pendant la préparation de l'entretien, tu me disais qu'il y a des témoignages comme celui de Bénédicte, mais qui se déclenchent dans un contexte un petit peu plus inattendu ou insolite. Est-ce que tu peux me raconter ça, Sonia, s'il te plaît? Absolument. C'est-à-dire qu'on peut vivre une EMI en faisant de la méditation. Mais pas que. Mais lors d'un rapport sexuel. C'est tellement plus agréable, hein, que frôler la mort ou un arrêt cardiaque ou une réa. Enfin, voilà. Non, ça peut arriver. C'est pour ça que je dis n'importe quel contexte. Mais voilà, je précise maintenant qu'en buvant un café... Voilà, je pense qu'on peut énumérer des tas de contextes, ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Alors on va découvrir ensemble, si tu veux bien, la deuxième histoire, celle d'Irène Badini, qui va illustrer un deuxième type de EMI assez spectaculaire, je dois dire. J'ai vu ma mère qui rentrait dans la pièce, qui a tenu les barres au bas du lit, et puis qui lui a dit, mais dans l'état où elle est, qu'est-ce qu'on va devenir avec une fille aveugle? En plus, son cerveau est touché, les médecins l'ont dit. Elle restera idiote, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et arrivé à la salle de radiologie, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'ils m'ont laissé tomber par terre. En me mettant sur la table, ils m'ont fait tomber par terre. Donc, là encore, ils n'avaient pas conscience que je souffrais et que j'étais vivante. Et donc, ils m'ont déshabillée et ils ont pris mes bijoux. Et il y a un homme qui a dit à l'autre, je prends les bijoux, je les mets dans la poche de la blouse,
Et après, je leur ai dit que je voudrais bien que les 2 personnes qui m'avaient emmenée à la radio me rapportent mes bijoux. Donc j'ai raconté ce qui s'était passé, qui m'avait fait tomber par terre, qu'ils avaient pris mes bijoux. Et j'ai dit, dans les 2, il y en a un qui est antillais, parce que je l'ai vu, j'ai vu qu'il avait la peau brune. Et là, ça crée un grand malaise dans l'hôpital. Quand j'ai parlé de ces bijoux, j'ai expliqué. Et donc le responsable de l'hôpital les a convoqués. Et ils ont récupéré les bijoux tout de suite, qui étaient bien dans la blouse d'un des 2, qui attendait que je meure, quoi. Alors, dans ce témoignage, Irène a donné des perceptions très détaillées lors de son coma, alors qu'elle était non-voyante au moment des faits. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, Irène Badini a vécu son expérience de mort imminente en 1972 à Périgueux. C'est lors d'un accident de voiture que Irène perd la vue. Donc, ça veut dire qu'elle perd la vue, elle est arrivée à l'hôpital de Périgueux dans un état assez particulier. Elle était dans le coma. Et donc, à un moment, donc elle avait perdu l'usage de des 2 yeux même à l'époque. Et à un moment, il y a 2 internes qui vont la chercher et qui vont lui faire passer une radio. Et en la manipulant, lors du lit au brancard, ou l'inverse, ils la font tomber par terre, sans faire exprès. Et donc, pensant qu'elle était morte, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle fait une sortie du corps, et puis elle voit la scène du plafond. Mais elle perçoit. Voilà, donc on est dans la fameuse perception sensorielle. Perception. Qui accrédite, ou qui soulève le point peut-être que ce n'est pas forcément, on est loin de l'hallucination, on est loin de l'électrique, on est dans une perception de quelqu'un qui n'a plus cette perception. Ben, en tout cas, on peut percevoir hors des 5 sens, quoi. Ouais. C'est ça. Ça veut dire, c'est comme les sourds. Les sourds, parce que les aveugles, comment ils peuvent voir s'ils n'ont jamais vu de leur vie la couleur? Qui va leur dire ce qu'est une couleur orange, verte, bleue, etc. Encore, le cas d'Irène, c'est encore particulier parce qu'elle a perdu la vue au moment de l'accident. Ça veut dire qu'elle savait très bien, pouvait décrire ce que c'était que le blanc, le vert, quelqu'un qui a la peau mate, etc. Elle a vu, elle a perçu, et donc elle a demandé au responsable de l'hôpital qu'on récupère ses bijoux. Elle a raconté l'histoire, ce qui s'était passé, etc. Qu'on lui avait volé les bijoux. Donc, le responsable de l'hôpital a retrouvé les 2 internes, parce que la description était tellement précise que ça a été presque un jeu d'enfant, et ils ont retrouvé les bijoux aussi. Voilà. Et puis, avec le docteur Postel, c'est ce fameux médecin anesthésiste réanimateur qui a vécu ce qu'on appelle une EMI partagée, et donc qui a demandé, avec qui j'ai cofondé le CNERIC, le Centre national d'études de recherche et d'information sur la conscience, il y a quelques années, en 2009. On a fait une enquête complémentaire, voilà. Alors comment, parce qu'on va découvrir l'histoire du docteur Postel pour illustrer les EMI empathiques, mais la question que j'ai entre les 2 histoires, comment le docteur Postel est connecté à Irène Badini? Pourquoi c'est lui qui demande? C'était son docteur, j'allais dire, traitant? C'était quelqu'un qui s'est juste... Non, c'est que, en fait, ils habitaient à côté. Quand je suis parti les interviewer. Ok. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait d'un côté le docteur Postel qui a vécu une EMI partagée et d'un autre côté, dans la même ville, ou à côté, dans un petit village, habitait Irène, qui a vécu une EMI d'aveugle, quoi. Okay. Voilà. Et donc, comme le docteur Postel était une personne qui était très très loin des EMI et d'une explication, on va dire... une explication, pour lui, il me disait si vous m'avez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais dit que c'était les médicaments, quoi, jusqu'à ce qu'il lui arrive cette fameuse expérience. Mais justement, je te propose de découvrir sur l'iPad donc l'histoire du docteur Postel, qui illustre un autre type d'EMI, communément appelé les EMI empathiques. Je lui tenais la main gauche, je le rassurais comme je pouvais. Ensuite, Pierre-Alexandre m'a rejoint. Et puis, lui a pris la main droite de son grand-père. Et nous étions là à le rassurer. Jusqu'à ce qu'on ait cette impression
de brouillard ou... Cette espèce de brume apaisante. C'était purement mental. J'ai vu ce tunnel. Je peux en décrire la couleur même. C'était du bleu. C'était un espèce de grand tuyau avec enfin, c'est difficilement descriptible. Et au fond, une lumière blanche intense, comme un halogène. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on connaît. C'est une lumière qui est au-delà du visuel, qui nous prend à l'intérieur de nous. Enfin, je sais que personnellement, je l'ai vu partir. Pour ma part, je l'ai vu s'éloigner, mais en reculant. Il y avait une petite silhouette humaine et qui, dans mon mental, était mon père, en fait. Et il était au bord, juste à la sortie du tunnel, il était au bord et ne voulait pas sauter. Il restait. Et à ce moment-là, je pense l'avoir exprimé même verbalement. Je lui dis, tu peux y aller, vas-y, il n'y a aucun danger. Pars, c'est bon, tu peux plonger. Et on a été l'accompagner, on a fait un bout du tunnel. Et il y a quelqu'un qui a pris le relais qu'il a pris. Et ensuite, quasiment instantanément après, cette fois-ci une vision, enfin visuelle, autour de son corps, je ne vais pas dire de son cadavre, puisqu'il vivait végétativement encore, s'est élevée progressivement une brume, comme la brume que vous voyez au petit matin, un peu cotonneuse, qui s'est dissipée progressivement. Et à ce moment-là, je savais qu'il était parti. C'était terminé, il avait franchi son pas. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette histoire du docteur Postel? Alors, le docteur Postel, donc, assistait avec sa femme médecin et son fils infirmier, ou élève infirmier à l'époque. Ils accompagnaient le papa du docteur Postel qui était en fin de vie. Donc, au moment où il pousse son dernier souffle, tous les trois ont vu l'esprit du papa de Jean-Pierre Postel s'échapper, s'extraire du corps et partir dans un tunnel et une lumière. J'ai su, il n'y a pas trop longtemps, un élément qui m'avait complètement... que j'avais pas oublié, soit oublié, certainement oublié, on va dire. En fait, tous les trois ont vu aussi défiler la vie du papa. Et le papa qui communique en disant « J'ai été froid, austère toute ma vie, surtout ne faites pas la même erreur que moi. » Voilà. Et tous les trois reçoivent le même message? C'est ça. Sur, Et tous les trois ont écrit la manière dont ils ont perçu les choses différemment, hein, ou en commun. Enfin, ils ont raconté de leur histoire à part. Et chacun de leur côté, pour les comparer après. Et alors, toi qui as travaillé avec lui, parce que tu dis que tu as fondé le CNIRIC avec le Dr Postel, moi j'ai vu dans le film, ou dans une interview, je crois, qui disait après ça, il a commencé à voir ses patients différemment. Alors, toi qui as travaillé avec lui, par la suite, est-ce qu'il a vraiment vu ses patients différemment? Est-ce que son approche a complètement changé? Pas que de manière personnelle, oui, mais aussi professionnelle. Est-ce que tu as senti quelque chose chez lui qui a changé? Ah oui, absolument, oui, parce que ce qui m'a intéressé, c'est que lorsqu'on est médecin et qu'on vit ce genre d'expérience, la posture s'améliore, j'ai envie de dire. Je ne dis pas que les médecins sont inhumains, mais c'est une posture différente. C'est un autre regard sur la vie et la mort. C'est une vision, on va dire, plus large de la prise en charge des patients. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, donc il a raconté pas mal d'anecdotes lors des deuxièmes rencontres où il disait qu'il autorisait la famille lorsque les gens étaient en fin de vie ou en réa. Parce que des fois, à un moment, on sait que la personne va mourir et il y a des normes d'hygiène, de sécurité, des trucs. Donc ça a quasiment changé même son protocole sur Ses protocoles, voilà, le protocole. D'après ce que j'ai compris, c'est ce qui a... C'est ce qui sortait de son... C'était plus humain, quoi, voilà. Alors, avant qu'on parle de ton nouveau film, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un phénomène qui nous a marqué pendant la préparation de cet entretien
Et je pense qu'il fallait qu'on en parle. Ce sont les expériences de mort imminente dites négatives. Donc je te propose de reprendre l'iPad pour que notre audience comprenne de quoi on parle exactement. Ce sont des expériences qui ont un contenu qui est extrêmement terrifiant. On les classe en 3 catégories à peu près. On peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les expériences infernales, où là on a toute une imagerie qui rappelle vraiment notre vision classique de l'enfer. Je me suis sentie en tant qu'enfant du Rwanda, avec de la terre dans la bouche, les bras coupés. J'étais au bord d'une grande plage où chaque grain était une conscience en peine. Et là, je me suis sentie sucée, analysée. Et on m'a posé la question, ouais, est-ce que tu seras meilleure? Qu'est-ce que tu feras de ta vie? On a ce qu'on appelle les expériences dénuées de sens. Là, l'expérienceur se retrouve dans une sorte de néant, complètement seul et pour l'éternité. Et parfois, il y a des formes géométriques qui apparaissent. Je me suis trouvée entre 2 boules. Et dans ces boules, tout était contenu. Je me suis rendu compte qu'il y avait la boule du mal et la boule du bien. Et je me suis sentie aspirée par la boule du mal. Et là, tout était horrible, tout était affreux et tout était douloureux. J'ai ressenti toutes les douleurs du monde. Et puis la 3e catégorie, c'est les expériences inversées. Donc là, elles ont toutes les composantes d'une expérience positive, mais elles sont ressenties négativement par l'expérienceur. Les conséquences d'une telle expérience, c'est forcément un très grand traumatisme, là, dans le sens fort du terme. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un PTSD, un syndrome de stress post-traumatique, donc avec un état dépressif, beaucoup d'angoisse, des cauchemars, et puis bien sûr une peur totalement exacerbée de la mort, avec cette certitude, c'est qu'il faudra bien y repasser une fois. Et ce qui a beaucoup changé en moi, c'est que j'arrive plus à voir quelqu'un soit de tout négatif ou soit de tout positif. Je sais qu'on a chacun un grain de cet univers, de cette vie qui est importante à vivre. Bien, ça peut aussi conduire certaines personnes à des changements de vie tout à fait radicaux, puisque souvent elles éprouvent une certaine une culpabilité, une honte. Elles pensent avoir mérité une telle expérience et elles se disent qu'elles doivent changer radicalement leur comportement si elles ne veulent pas revivre ça lors de leur véritable mort. Sur ces témoignages d'expériences de mort imminente négatives, Sonia, on a des témoignages qui parlent de terreur semblable à un syndrome post-traumatique. On a des instabilités, des cauchemars, peur de la mort. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ces EMI qui font, honnêtement, entre toi et moi, qui nous font pas envie? Alors, je pense qu'en toute humilité, on ne sait pas grand-chose. C'est qu'à chaque fois qu'on pense savoir, il y a toujours une exception qui confirme la règle et qui nous fait remettre en question toutes les connaissances qu'on pensait savoir sur ces expériences. Il existe effectivement des UMI dites négatives, voilà, où les gens ressentent l'inverse que de la lumière. C'est-à-dire que certains vont ressentir toute la peine et la douleur de l'humanité. Il y a des gens qui vont se sentir abandonnés, se sentir seuls, dans le silence, qui vont connaître le néant. Et ça, c'est très effrayant. Il y a des gens qui vont vivre des expériences dénuées de sens, qui vont rencontrer des formes géométriques assez bizarres, on va dire. Voilà. Des fois, la même expérience va être vécue différemment. On peut voir la lumière, mais pour certains, ça va être vraiment très, 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 très dégueulasse, quoi, très, très repoussoir. Enfin, voilà. Donc, pourquoi certaines personnes vivent cette expérience? Au départ, je pensais que c'était une forme de peur, de transfert ou de projection de nos peurs qui se matérialisaient en EMI négative. C'est certainement le cas pour certaines expériences, mais pas que. Ce n'est pas les mauvaises personnes qui vivent des EMI négatives et les bonnes qui vivent
la lumière, etc. On n'est pas dans une vision classique du paradis et de l'enfer. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on sait, il y a des hypothèses sur les facteurs qui déterminent un peu le type de EMI qu'on peut vivre ou qu'on peut rapporter? Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Alors, j'ai juste une conviction, depuis le départ, c'est qu'on vit l'expérience qu'on a besoin de vivre pour grandir et évoluer. On peut vivre très bien une EMI négative, alors qu'on est une personne clean dans notre vie, hein, qu'on est mœurs correctes, etc. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Et j'ai vu des gens qui se sont préparés à la mort toute leur vie, qui ont eu une spiritualité intense, qui ont eu des convictions de l'après-vie, etc. et qui ont vécu des expériences négatives effrayantes. Donc il n'y a pas de règle. Et en termes de pourcentage, on n'est plus à 5% ou 10%. Hein. Je crois qu'on se rapproche plus de 50-50 maintenant. Et sans parler des gens qui n'osent pas en parler. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de donner une idée ou une image des EMI positives. L'idée, c'est pas de donner envie aux gens d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, hein, parce qu'on ne sait pas. Voilà. On a des convictions, des témoignages de gens qui ont frôlé la mort et à qui ça a vraiment bouleversé leur vie, à qui ça a changé l'échelle de leurs valeurs, qui sont moins matérialistes, qui n'ont plus d'appétence pour la compétition, la réussite sociale, etc. Est-ce que ces EMI négatives ne viennent pas contredire, au fond, ceux qui disent que les EMI sont dus peut-être à un réflexe du cerveau qui nous rendrait le passage de l'autre côté un petit peu plus facile? Là, si l'EMI est négative, elle ne nous aide en rien, donc on n'a vraiment rien à y gagner. Donc est-ce que c'est un raisonnement qui se tient ou c'est un petit peu tiré par les cheveux? Exactement. C'est-à-dire que si la fonction du cerveau mourant ou la fonction des EMI positives était de rendre plus agréable une situation plus agréable que dans laquelle on est, alors quelle est la fonction des EMI négatives? On n'est pas des masos quand même. Parce que là, il faut lui dire à la personne qui vit une EMI négative, qui revient, parce que par essence, une EMI, tu en reviens pour en parler. Il faut lui dire, bon, ben, c'est peut-être comme ça, il va falloir le revivre. Ça, c'est quand même assez traumatisant. Ah, mais ça, par contre, là, là c'est assez effrayant. Et donc, généralement, il y a un travail énorme qui est fait pour faire un travail intérieur, en tout cas. Parce que là, ils n'ont pas envie de revivre ça, quoi. Voilà. Alors, Sonia, quoi de mieux que ton film pour raconter ces EMI? Ton nouveau film Témoin sortira en salle en avant-première en octobre et dans plusieurs salles en novembre. Et justement, on va en parler en détail. Mais avant, je te propose de nous faire partager sa bande-annonce et on en parle juste après. Okay. Je voyais tout ce qui s'est passé en même temps dans la salle de réanimation et en même temps mon père à l'extérieur de la clinique. Julie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Julie! Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Mon nom est Sonia Barkala. Ma nouvelle enquête sur les expériences de mort imminente m'a amenée à confronter de nouveaux témoignages fascinants à l'expertise de scientifiques de tous bords. Ce sont les cas les plus convaincants qui suggèrent vraiment que la conscience fonctionne indépendamment du corps physique. Et je penche entièrement pour cette notion d'expérience riche et hallucinatoire. Elle m'a dit, tu vas devoir partir maintenant. Je dis non, je ne veux pas partir. Ce monde-là me va très bien. En tant que médecin, déjà, il était étonné lui-même d'avoir pu ressentir ces perceptions. À mon retour, il faut que je témoigne. Si c'était vrai, ça mettrait à terre notre compréhension scientifique de la nature du soi et de qui nous sommes dans ce monde. Ces expériences sont-elles des hallucinations ou alors le reflet d'une réalité plus vaste? Vit-on la même expérience aux quatre coins du monde? Surtout, ne bougez pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un miracle. Vous n'étiez pas destiné à vivre. À un certain moment, je ne savais plus si j'étais dans mon corps ou ailleurs. L'alarme de ma mère a séparé les deux mondes. Je voulais que quelqu'un m'entende, de lui dire « mais ne le laissez pas rentrer, c'est lui qui m'a fait du mal », mais personne m'entendait. Ce qui est troublant, c'est que des sourds rapportent des perceptions sonores et les aveugles des perceptions visuelles. Le patient, aveugle, nous a vus en couleur. Et ce qui est déroutant, c'est qu'il existe des témoignages confirmés par des soignants. C'est comme si j'étais au-dessus de son épaule.
J'entends la conversation. Mais comment pouvait-il entendre ce que la personne à l'autre bout me disait? Il n'y avait pas de haut-parleur. Quelle est la valeur de ce témoignage aux yeux des scientifiques? Si on parle de la valeur scientifique, là c'est clair qu'il faut mettre la barre un peu plus haut. Alors, mettons la barre un peu plus haut. Ce témoignage est super intriguant. Moi, en tant que scientifique, là, je n'ai aucune explication à ce qui s'est passé. Alors, je rappelle, Sonia, ton premier film est sorti en 2010. Presque 15 ans se sont écoulés avant cette nouvelle sortie. Pourquoi c'était important pour toi de sortir un nouveau film sur les EMI? Alors, c'était important pour moi de faire ce nouveau opus, on va dire, sur les expériences de mort imminente, un nouveau film, parce qu'il y a du nouveau, parce que je me posais des questions, parce que j'ai eu de nouveaux éléments, parce qu'il existe aussi de nouvelles études, de nouveaux résultats, parce qu'il y a de nouveaux témoignages, et que je m'interrogeais sur des témoignages qui peuvent se produire ou dans d'autres continents, dans d'autres cultures. Et je voulais savoir si on les vivait différemment ou pas. Alors, justement, on l'a évoqué un petit peu dans la première question. Est-ce que tu penses que le regard scientifique sur les EMI a changé entre ton premier film et celui-là? Alors, je pense effectivement qu'il y a eu une évolution au niveau scientifique. Une évolution qui se traduit par de nouvelles études. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les EMI, les expériences de mort imminente, sont un sujet qui, depuis de très nombreuses années, font l'objet de tests de médecine, de mémoire, de sondages, un peu partout dans le monde. Et il y a eu, on a toujours été à l'affût, j'ai envie de dire, des études de ce médecin anglais qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Sam Parnia, et qui a placé des cibles en haut des armoires de blocs opératoires pour savoir si, effectivement, les gens qui disaient sortir de leur corps pouvaient percevoir des cibles. Donc, après maintes et maintes, à plusieurs reprises, de nombreuses études ont été mises en place, mais n'ont donné aucun résultat. Et moi, je me réjouis parce que de plus en plus d'équipes de chercheurs s'intéressent aux EMI, ça les interpelle. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que certains chercheurs, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on les interrogeait, étaient plutôt convaincus, étaient vraiment assis sur leur position, ils étaient convaincus que c'était des hallucinations. Vous les interrogez maintenant, ils sont beaucoup plus prudents. Voilà. Et ils vous disent même qu'il ne faut pas être arrogant, qu'on ne sait pas. Donc ils sont un peu moins dans la certitude. Ouais. Et ça, quand tu entends ça, est-ce que tu es, on peut se dire, un peu fier? Tu as apporté un peu ta pierre à l'édifice de l'ouverture, et j'allais dire même du monde médical, donc le dernier rempart un petit peu sur... Je ne pense pas que pour les chercheurs, ça puisse venir de moi, entre nous. Non, en fait, de travailler, si tu veux, dans ce sens-là au moins. Est-ce que c'est quelque chose qui fait plaisir? Ça fait plaisir d'entendre, bien sûr, ça fait plaisir de voir, parce qu'on est toujours en quête. Et ce n'est pas du militantisme, hein. C'est pas, je ne veux pas essayer de convaincre, loin de là, au contraire, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'analyser. Moi, j'ai mes propres convictions, et les convictions, ce n'est pas une preuve. Par contre, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de dire haut et fort que oui, j'ai une honnêteté intellectuelle qui me permet d'avancer aujourd'hui, qui me permet de faire de nouveaux films pour dire j'ai quelque chose de nouveau à vous apporter. J'ai de nouveaux témoignages, et pour moi, c'est important. Et la question que je me pose, c'est quelle est la valeur de ces témoignages? Voilà. Dans notre société, le témoignage est important. Vous allez chez le médecin, vous êtes convoqué au tribunal, on va vous demander de témoigner. En science, c'est un peu différent. Et c'est la question que je me pose. Et alors, quand on regarde ton nouveau film sur ce sujet donc des EMI, je me suis demandé, moi, qu'est-ce qu'un docu-fiction amène de plus que, par exemple, un documentaire? Alors, le docu-fiction, ce qui est super dans le docu-fiction, c'est que ça permet une immersion dans le témoignage.
ça permet d'être quelque chose d'encore plus vivant. Parce que c'est très dur d'illustrer les propos de personnes qui ont vécu quelque chose qui est invisible, qui est impalpable, qui est abstrait. Et le docu-fiction permet en fait de se mettre à la place de la personne qui a vécu une expérience de mort imminente. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà. Et très vivant. Et ça l'est, définitivement. Oui. Et puis ça me permet aussi peut-être de me forger pour plus tard me lancer dans la fiction. Voilà, total. Alors, Sonia, j'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur ce qu'on appelle les sceptiques, qui jouent un rôle clé dans ton film. Alors pour certains, les sceptiques, je donne une définition un peu globale qu'on peut entendre ici et là, ce sont vite des gens qui n'y croient pas. Moi, je les range plutôt dans la catégorie de ceux qui pensent que la vérité est un peu inaccessible. On en avait discuté ensemble pendant la préparation de notre entretien. Et qu'il faut donc adopter, on le dit depuis le début de cette interview, une attitude critique à l'égard des EMI en examinant ce que les expérienceurs nous rapportent. Pas de certitude, que des questions. Et puis derrière, on fait le travail avec ce film. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition des sceptiques déjà? Et si oui, qui sont ces sceptiques et pourquoi ils sont si importants pour un film sur les EMI? Alors, j'ai envie de te dire que je me rapproche plus de la définition qu'a donnée le docteur Raymond Moody. D'ailleurs, dans mon premier film, où il disait un sceptique, c'est quelqu'un qui ne tire pas de conclusion. Et celui qui dit un vrai sceptique, c'est celui qui ne tire pas de conclusion et ma conclusion est, qui avance non pas une hypothèse mais une certitude, celui-là il est hors sujet. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui ne tire pas de conclusion et qui reste ouvert aux possibilités d'évoluer en fonction des nouveaux éléments qu'on peut apporter avec la recherche, les études, etc. Pourquoi c'est important dans mon film? Parce que, encore une fois, c'est par honnêteté intellectuelle, mais je pense que dans mon film, ils apportent vraiment une valeur ajoutée. Parce qu'ils vont me permettre à faire évoluer le film, à le faire grandir, à le faire mûrir. Et j'embarque avec moi le téléspectateur dans cette enquête. Voilà. Et je n'ai pas pris n'importe qui comme sceptique. J'ai pris des gens qui maîtrisaient le dossier EMI. Alors, il y a ceux qui sont des spécialistes du coma, du cerveau, de la conscience. On a aussi ceux qui sont des spécialistes des expériences inhabituelles, au sens plus large du thème. Et on a aussi des personnes aussi qui connaissent les EMI, qui ont vécu. Et ça change. Autant, tu vois, tout à l'heure, on a un docteur Postel qui était très loin d'y croire, entre guillemets, j'aime pas ce terme croire, mais qui avait déjà Non, d'y être sensible, il avait déjà son avis sur la question. Et être sensible, oui, mais il avait déjà aussi, surtout, une conclusion. Voilà, pour lui, c'était des médicaments ou le manque d'oxygène dans le cerveau qui, pour lui, expliquait ces phénomènes. Et puis, une fois qu'il a vécu l'expérience, il a dit, bon, là, il y a problème, là, je change de fusil d'épaule et puis j'ai quelque chose d'autre à proposer. Et puis d'ailleurs, ça fait partie aussi des premiers en France à avoir proposé, à mettre en place une étude dans son hôpital à Sarlat. Voilà. Et puis, j'ai interrogé une psychologue très connue qui s'appelle Suzanne Blackmore et qui a vécu elle-même des sorties hors du corps quand elle était étudiante. Et au départ, elle voulait devenir parapsychologue et elle défendait bec et ongles que l'esprit quittait le corps et qu'elle voulait prouver au monde entier qu'il existait une vie après la mort et que les sorties hors du corps existaient, quoi. Voilà. Et puis, elle s'est fait convaincre par la suite que tout ça, c'était des foutaises et que c'était des hallucinations. Et donc, pour moi, c'était vraiment une approche différente et intéressante. Mais c'est surtout les arguments de ces sceptiques qui sont très pertinentes. Voilà. Et je vais m'appuyer sur eux. Et ça te permet peut-être, enfin moi ça c'est en tant que téléspectateur, ça te permet peut-être d'embarquer des gens qui ne seraient peut-être pas venus sur ton film ou sur ces thématiques, puisque j'allais dire sceptiques, expérienceurs ou croyants, on les appelle comme on veut, mais il y a une question qui, moi, quand j'ai regardé ton film, qui est venue directement, c'est que j'ai l'impression qu'on s'identifie un petit peu à celui qui nous ressemble. Absolument. Aussi, oui. Tout le monde peut s'identifier, que ce soit les spécialistes, les sceptiques, ceux qui se posent pas mal de questions, qui ont déjà leur
présentation, l'argumentaire toute faite. Hein. Voilà, je pense que tout le monde peut s'identifier et être embarqué dans cette enquête qui va très loin. Je confirme. Alors, après avoir vu ce film, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les témoignages des expérienceurs restent le meilleur outil pour parler des EMI? J'ai envie de te dire que le témoignage, j'ai pas envie non plus de tout dévoiler du film, mais j'ai envie de te dire que le témoignage, ça reste très important. Et si tu fais un parallèle avec notre société, l'exemple que je vais te donner, c'est voilà, on est dans une scène de crime, tu as des témoignages, on va interroger des témoins et puis on va bien aussi se faire attention, le tribunal va faire bien attention à ce que les témoins n'ont pas d'intérêt à mentir, hein, qu'ils ne sont pas de la famille ou de la partie, ou des intérêts économiques, etc. Et puis la police va les interroger et puis ils vont corroborer aussi. Ils vont faire mener leur propre enquête et puis voir si ça match. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'ADN qui va confirmer ou pas si ça confirme les témoignages des personnes. Donc les témoignages vont jouer un rôle, ça c'est certain. Alors, quels ont été tes garde-fous que tu as mis en place dans ce film, Sonia, pour ne pas tomber justement dans le film militant? Tu sais, le film qui, comme certains documentaires ou certaines émissions, nous demande d'y croire directement. Comment tu gardes ce cap du questionnement sans tomber dans la certitude? C'est déjà le fait d'avoir fait intervenir un grand nombre de sceptiques. Et j'ai envie de te dire que c'est... le garde-fou, c'est tant qu'il n'y a pas de preuves, on n'affirme rien. Voilà. Et après, c'est de soumettre. C'est-à-dire que j'arrive dans cette enquête avec des témoignages très très forts. Et puis je vais soumettre quelques-uns assez sceptiques, qui sont très aguerris, qui connaissent la thématique des EMI, le dossier des EMI par cœur. Voilà. Ils connaissent très très bien, et pour éviter tous les biais possibles et inimaginables, ils vont m'apprendre des choses. Et donc, si tu veux, je vais aller trouver des témoignages en fonction de ce qu'ils vont me dire. Comme si, à quoi pourrait ressembler le témoignage idéal? Voilà. Et ça a été très important. Ah, il a pu entendre, il a pu voir. Je vais vous amener un témoignage d'aveugle de naissance. En fait, ils t'ont aidé à faire le film. Ils m'ont aidé à faire absolument, absolument. Et je leur remercie. J'étais très, très bien reçu. Mais vraiment, très, très bien. Franchement, je leur rends grâce aujourd'hui. Voilà. C'est chaque fois, ils ont pu entendre, allez, on va prendre un témoignage de sourd. Ah, il n'y a pas de preuves. Voilà, on va vous prendre un témoignage corroboré. Oui, mais voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, on sent que les arguments manquent quand même, quoi. Alors justement, les témoignages dans ce film, tu vas les chercher un peu partout sur le globe, jusqu'en Iran. Alors la question que j'ai, est-ce que les perceptions sur les EMI varient selon les différents endroits du globe? Alors, il n'y a pas que l'Iran, hein, bien sûr, hein, mais c'est surtout les cultures différentes que j'ai voulu que je suis allé interroger pour voir si on a toujours l'habitude, si tu veux, d'aller voir d'entendre des témoignages européens, américains, etc. Ça, on en a plein sur le net. Mais des témoignages de cultures différentes, un peu moins. Donc, puis voilà. En plus, je suis d'origine tunisienne, donc je suis partie en Tunisie aussi. Et j'ai trouvé vraiment de très, très beaux témoignages. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire, est-ce que la culture joue un rôle ou pas? Et comment eux perçoivent et vivent-ils ces expériences? Est-ce qu'ils ont les mêmes transformations? Comment ils le vivent, eux? Voilà. Et donc, ils le vivent comment, eux? Ça, rendez-vous en octobre et en novembre. Pour les avant-premières. Alors, justement, c'est pas l'idée de l'entretien, et sans dévoiler le film, mais encore moins la fin, il semblerait qu'une nouvelle ère se soit ouverte sur les recherches des EMI. Tout du moins, il semblerait que de nouveaux protocoles soient préparés. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses déjà à ton 3e film, puisqu'on a l'impression que tu prépares déjà quelque chose? Alors, effectivement, il y a des protocoles qui vont être plus adaptés et qui vont prendre en compte plus ce que ces personnes vivent.
il semblerait que si jusqu'à présent les protocoles qui ont été mis en place n'ont pas fonctionné, cela ne signifie pas que ces gens ont été témoins ou victimes d'une hallucination. Cela signifie juste que les protocoles n'étaient pas adaptés. Et donc j'ai l'impression aujourd'hui que nous sommes en passe de mettre en place le protocole idéal les bons ajustements. Les bons ajustements, voilà, faire des modifications qui vont permettre peut-être de trancher peut-être sur la question. Mais quelle question? La question de est-ce que ces personnes ont perçu des hallucinations ou une autre réalité ou la réalité. Voilà. Cela juste prouver que ce ne sont pas des hallucinations. Cela ne va pas prouver qu'il existe une vie après la mort. Voilà. Ça, c'est une autre étape. Nous savons que ces témoignages suggèrent qu'il existe une vie après la mort, mais ça, ce n'est pas du ressort, en tout cas aujourd'hui, de la science. Parce que la science n'a pas les outils nécessaires et tel que fonctionne la science aujourd'hui, ce n'est pas de son ressort. Voilà. Ce qu'on va prouver, et d'ailleurs j'insiste, hein, c'est qu'il existe même des chercheurs, des scientifiques, qui ont peur de reconnaître que ces perceptions sont réelles par crainte d'être assimilées à un mouvement survivaliste. On va dire, ben non, si on prouve que les gens ont réellement des perceptions objectives, alors cela va prouver qu'il existe une vie après la mort. Non, pas du tout. Ça va juste montrer que ces gens n'ont pas eu des hallucinations et que ça va ouvrir un champ de recherche énorme et vraiment passionnant. On va passer à une autre étape. Donc j'espère que oui, effectivement, je pourrai faire mon 3e et dernier film et j'espère aussi l'organisation des 3e et dernières rencontres internationales sur les EMI. Alors Sonia, tu te mets en scène sur ce film. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est pour se rapprocher un peu plus du sujet, encore, pour coller au personnage, ou c'était juste une envie de jouer tout simplement? Pourquoi te voir à l'écran? Alors, on me voit à l'écran parce que je mène l'enquête et que j'embarque avec moi les téléspectateurs quelque part et que les gens, mes questions, ce sont leurs questions. J'ai cru comprendre, et tu me corriges si je me trompe, mais que ce film a été un petit peu plus facile quand même à faire que le premier. Mais j'ai quand même envie de te demander les plus grosses difficultés que tu as rencontrées pour le réaliser. Est-ce que tu peux nous parler un peu pas des anecdotes de tournage, mais est-ce qu'il y a vraiment des difficultés que tu as rencontrées pour aller et mener à bout ce projet de film? Alors, effectivement, le film il a été d'une fluidité incroyable, mais sur différents niveaux. C'est-à-dire que j'ai pas eu de soucis ou de problématiques particulières pour le financement, pour trouver les techniciens, les comédiens. J'ai vraiment eu beaucoup de chance dans l'ensemble. Bien sûr, il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des petits imprévus. Mais dans l'ensemble, j'ai été vraiment très très heureuse, comme jamais j'ai pu être heureuse. Et avec ce sentiment d'être bien entourée, d'être à ma place et de faire un métier que j'aime. Je me suis levée tous les matins en étant heureuse de faire ce film. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Voilà, quand on trouve sa place, quand on trouve un peu sa mission, ça a été vraiment du bonheur de faire ce film, d'être super bien entouré d'une équipe très lumineuse, quoi. Et j'ai beaucoup appris. Et le fait de rencontrer tous ces témoins, tous ces spécialistes, de bouger, parce que je suis allée autant au Canada qu'en Grande-Bretagne, qu'en Tunisie, au Maghreb, etc. Ça a été vraiment très enrichissant, quoi. Quand tu dis tu as beaucoup appris, ouais. Est-ce qu'on se place sur, je vais dire, après un 2e film, et ce que tu as fait, c'est pas forcément au niveau de la technique que tu parles, c'est simplement encore sur le sujet, ou c'est par rapport à quoi? Surtout. Surtout. Ah non, vraiment surtout, parce que je suis autodidacte, donc j'ai encore appris même, parce que c'est docu-fiction, c'est la première fois que je faisais ça. Voilà. Et puis après, j'ai beaucoup appris par rapport aux témoins, aux témoignages, par rapport aux spécialistes, aux études. Puis ça m'oblige quand même à faire une enquête avec d'autres, de faire vraiment des recherches très poussées. Alors oui, il y a eu quelques, on va dire, rétentions quelque part. J'aurais aimé en dire plus, mais j'ai été heurtée par, on va dire, par
cas de force majeure où je ne pouvais pas trop en dire non plus. Voilà, il y a des lois après, hein, il faut respecter certains silences. Mais dans l'ensemble, le film que vous allez voir correspond au film que j'ai rêvé de faire. Alors, Sonia, ton premier film avait bien marché. On avait parlé ensemble des ventes de DVD à l'époque. Et moi, une fois de plus, je suis convaincu que celui-ci va bien marcher également. Comment t'expliques au final que les EMI fascinent autant le grand public, que ce soit au travers d'émissions documentaires, d'interviews, d'entretiens? L'intérêt, c'est pas d'aujourd'hui. L'intérêt pour les EMI ne date pas d'aujourd'hui. J'ai envie de dire depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, cette capacité à réanimer les gens in extremis, eh bien, de plus en plus de gens vivent une EMI. On estime à 4% de la population générale, et on peut dire que peut-être 325 millions de personnes à travers le monde ont vécu une EMI, dont 2,7 ou 8 millions de personnes en France. Donc, ça fait beaucoup. Et plus on va être sensible à cette expérience, et plus on va s'y intéresser, évidemment. Est-ce que il faut attendre que cela nous arrive pour s'y intéresser? À croire que oui. Alors, je veux revenir sur le succès relatif de Faux Départ. Au départ, j'étais frustrée, parce que pour moi, un film qui marche ne se traduit pas par un nombre de ventes de DVD, qui est très relatif, hein. Tu as des gens qui à l'époque, vendaient des dizaines et des dizaines de milliers de DVD. J'ai été frustrée parce que le film n'avait pas été diffusé en entier à la télé. Mais mon film, Faux Départ, a eu un autre destin qu'au départ, je n'imaginais même pas. Mon film a été diffusé dans des hôpitaux, et en particulier, il est rentré dans le cadre de la formation des étudiants en médecine depuis une dizaine d'années. Il a été utilisé comme outil thérapeutique dans des unités de soins palliatifs. Il y a des services de soins palliatifs, d'unités mobiles, hein, de soins palliatifs, qui ont regardé et qui m'ont dit clairement que le point de départ pour parler des EMI à leurs patients, c'est quand ils ont vu Faux Départ. Ça, pour moi, ça a été un élément important qui m'a beaucoup consolé, qui m'a beaucoup aidé et qui me fait dire que, quelque part, l'un de mes objectifs a été atteint. Parce que... de faire le bien. D'aider à diffuser, à transmettre, même s'il n'est pas passé dans une grande chaîne à l'époque, etc. Mais le fait que plusieurs centaines d'étudiants qui sont aujourd'hui des médecins ont été sensibilisés aux EMI grâce à Faux Départ, et que, qui sait, certainement je le saurai un jour, hein, que ces médecins ont eu des patients qui ont eu des EMI, retours, bien sûr, hein, et qu'ils ont pu avoir une autre posture que dire c'est des hallucinations. Ben voilà, ça c'est une grande victoire. Alors Sonia, c'est bientôt la fin de notre entretien. Avant qu'on se quitte, j'ai encore 2 petites questions à te poser. C'est l'heure de notre dernière séquence. Moi, j'ai envie de te demander si tu pouvais remonter le temps et si tu pouvais revoir la Sonia qui a 6 ans, quel conseil tu lui donnerais? Alors, je lui dirais 2 choses. Je lui dirais de toujours s'écouter, de toujours écouter cette petite voix intérieure qui lui demande de se faire confiance. La deuxième chose, ça serait de lui dire de ne pas te faire trop de soucis. De ne pas se faire trop de soucis parce qu'elle rencontrera des personnes formidables et que notre humanité, notre société est faite de très belles personnes malgré tout. Et qu'elle pourra toujours compter sur la bienveillance de bonnes personnes. Voilà. Alors avant qu'on se quitte, tout à l'heure on parlait des personnes importantes qui t'ont accompagné pendant ton parcours. Moi j'ai envie de savoir quelles ont été les personnes qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors les personnes qui ont joué un grand rôle, hein, dans ma vie et puis dans mon parcours, on va dire, dans cette quête, mes parents, ma mère, qui m'a toujours soutenu. Il y a eu ma mère, il y a eu Patrice Van Hersel, il y a eu Fabienne Raoul, il y a eu des personnes comme ça que j'ai rencontrées tout au long
Enfin, par ma mère, bien sûr. C'était au début. C'était au début, mais voilà, vraiment des amis. Gérard Robert, qui je considère comme un ange gardien. Bon, je vais pas tous les citer, mais j'ai eu vraiment des gens qui ont joué un grand rôle et qui étaient là au bon moment. Et clairement, sans eux, tu pourrais dire que tu ne serais pas là à nous raconter ce que tu fais. Exactement, et comme tu le fais. oui, des synchronicités énormes. Hein. Catherine Pinto, que j'ai rencontrée quand j'ai organisé le premier colloque, et qui est devenue une très très bonne amie. Enfin, on ne s'est plus lâché quoi, depuis. Et la vie fait que aussi... quand on s'est rencontrés, on ne savait pas qu'on habitait à 50 mètres l'une de l'autre, quoi. Voilà, c'est que des trucs comme ça, quoi. Et puis après, il y a eu une rencontre aussi dernièrement, ça date de plus de 3 ans, peut-être. Mais c'est avec une association qui s'appelle Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi. Alors, j'ai rencontré d'abord Sandra Gessinger, à qui j'ai écrit une préface de livre. Et puis ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce que elle raconte l'histoire de la perte de sa fille, qu'elle a perdue à l'âge de 20 ans, dans un accident de voiture. Et avec 2 autres mamans, Caroline et Hélène, qui ont perdu aussi une fille, ont cofondé l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, pour aider d'autres parents sur monter le deuil. Voilà. Et donc là, ça a été vraiment très fort pour moi. Ça m'a bouleversé tous mes projets, au point que j'ai projet de film derrière, sur la perte de l'enfant, hein, les signes. Ça a été très très fort, quoi. Vraiment très très fort, parce que on comprend qu'il y a une autre étape que je traverse. Voilà. Et cette association, donc tu es marraine de cette association? J'ai été nommée en mars 2023 marraine de l'association, et j'en suis fier de pouvoir contribuer à les aider. T'as les yeux qui brillent en tout cas quand tu parles d'eux. Oui, ouais, parce qu'elles ont changé ma vie malgré tout. Voilà. On relativise tout après quoi. Voilà. Beaucoup d'admiration, et beaucoup d'admiration pour leur résilience aussi. Parce que perdre un enfant et puis faire une résilience comme elles le font, chapeau. Merci beaucoup Sonia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Tempo Vita est présent sur Apple Podcast et Spotify. Vous retrouverez tous les liens en description. Vous pouvez aussi partager directement votre avis ici en commentaire, ou venir échanger avec l'équipe Tempo Vita sur nos réseaux sociaux.